Ce paisible quartier pavillonnaire est sur le point de devenir une scène de crime. À l'intérieur de l'une de ces maisons, 3 personnes vont être assassinées. À première vue, cela ressemble à un cambriolage ayant mal tourné, mais les preuves vont raconter une histoire bien différente. Celui qui avait pris ces morceaux de moquette voulait faire disparaître quelque chose qui aurait pu nous permettre de l'identifier grâce à des analyses. C'était fort probable que quelque chose avait été placé au-dessus de sa tête au moment de l'attaque. Dans toute enquête, tout le monde est suspect au début. Tous les faits et les circonstances pointaient dans une direction, et une seule. L'un de ces appels téléphoniques disait « 3 membres de ta famille vont mourir ». Il y avait une seule arme du crime et un seul assaillant. L'attaque a été très soutenue et surtout extrêmement violente. Le coupable avait laissé sa carte de visite. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles, la série qui dévoile dans leurs moindres détails les secrets des enquêtes criminelles. Dans la nuit du 12 au 13 mars 1996, 3 membres d'une famille sont assassinés en Australie, à Warilla, dans la Nouvelle-Galles du Sud, dans des circonstances barbares. Qui a tué Jennifer, Sarah et Adrian de Gruchy? Pendant 3 mois, pour tenter de résoudre cette énigme, les spécialistes de la police scientifique vont mettre en œuvre des techniques d'expertise très sophistiquées. Analyse de fibres et de matériaux, empreintes digitales, échantillons d'ADN, études de traces sanguines, examens graphologiques vont contribuer à confondre l'assassin. Car, comme le disait Edmond Locard, le père de la criminalistique au début du XXe siècle, tout contact laisse une trace. Et j'ajouterai pour ma part, toute trace analysée avec pertinence conduit souvent au meurtrier. Matthew était arrivé de l'autre côté de la rue. Il n'avait pas l'air d'aller bien du tout. Il s'est approché en disant « Il y a un problème avec maman et Sarah ». Il y a un problème avec maman et Sarah. Sarah étant épileptique, j'ai pensé que Jenny avait du mal à lui donner son médicament et qu'elle avait besoin d'aide. Je suis entré par la porte de devant. J'ai vu que la porte de Jenny était légèrement entrebâillée, alors je me suis avancé pour voir si elle était dans sa chambre. J'ai marché jusqu'à sa porte, j'ai appelé Jenny. Comme je n'avais pas de réponse, j'ai poussé la porte. La chambre était dans le noir. J'ai vu une bosse dans le lit. Je ne sais pas pourquoi je me disais qu'elle allait me surprendre tout d'un coup, quelque chose comme ça. Alors j'ai avancé jusqu'au lit, j'ai attrapé la couverture et je l'ai tirée. C'est là que j'ai vu Jenny. Je ne voulais qu'une chose, sortir de là. J'ai crié à mon beau-père d'appeler la police et les secours. Un jeune homme est venu à notre rencontre. Il était allé à l'intérieur de la maison. Il pleurait. Il disait « Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a pu faire ça ?» Le jeune Matthew de Gruchy, âgé de 18 ans, est totalement anéanti. Il est immédiatement conduit à l'hôpital. À l'intérieur de la maison, plusieurs membres de sa famille sont morts. Quand je suis arrivé, il était autour de 9 heures. Je suis entré dans la maison, j'ai jeté un œil dans la première chambre, la chambre des parents, et j'ai vu le corps d'une femme adulte. J'ai ensuite traversé un couloir jusqu'à une deuxième chambre où il y avait une adolescente décédée. On a ensuite fouillé le reste de la maison et on est passé par une porte qui donnait sur le garage. Là, on a retrouvé le corps sans vie d'Adrian. Leurs blessures étaient horribles. C'était assez difficile à regarder. Personne ne devrait voir des scènes comme ça. Quand je suis arrivé sur la scène du crime, la police m'a indiqué les corps des 3 personnes décédées.
Jennifer de Gruchy était allongée dans son lit, partiellement couverte par les draps et les couvertures. Il y avait une paire de lunettes sur la table de chevet à côté du lit. Pour moi, elle avait dû se mettre au lit avec ses lunettes, éteindre la lumière, poser ses lunettes à côté d'elle et s'endormir. Ce doit être après qu'elle a été attaquée. Il n'y avait pas beaucoup d'éclaboussures de sang dans la pièce, ce qui ne concordait pas avec la violence du traumatisme infligé à la victime. C'était probable que quelque chose avait été placé au-dessus de sa tête au moment de l'attaque. Sur le mur et sur la tête de lit derrière la victime, on a quand même trouvé des taches de sang qui nous ont paru assez inhabituelles à cause de leur forme et de leur localisation. J'ai examiné Sarah. Elle était étendue sur son lit avec un baladeur audio à proximité. Elle devait écouter de la musique. J'en ai conclu que si Sarah n'entendait rien, et on pouvait supposer qu'elle n'avait rien entendu, elle avait dû être attaquée après. Là encore, dans la chambre de Sarah, on a constaté la même chose au niveau de la quantité de sang visible. On a trouvé qu'il y avait relativement peu de taches de sang. Encore une fois, c'était probable que quelque chose ait été placé au-dessus de sa tête au moment de l'attaque. À côté du corps de Sarah, il y avait un coussin taché de sang, qui semblait venir d'une autre pièce de la maison. Il ne ressemblait pas aux oreillers de son lit. Je me demandais si ce coussin avait servi à l'étouffer en partie, ou si le ou les coupables avaient essayé de l'étouffer tout en matraquant sa tête. Bien qu'accoutumés à la violence des scènes de crime, les policiers sont choqués par la sauvagerie avec laquelle Mme de Gruchy et sa fille ont été massacrées. Mais leur macabre découverte ne s'arrête pas là. Adrian, 15 ans, le fils cadet de la famille, n'a pas, lui non plus, échappé à son bourreau. Après avoir examiné les lésions de Jennifer et de Sarah, le docteur Kalla constate que le jeune Adrian, âgé de 15 ans, a lui aussi été attaqué par surprise. Pour moi, Adrian devait être en train de travailler dans le garage. Il devait réparer une chaise parce qu'il y avait de la colle à bois à proximité et la chaise était retournée. Non seulement ça, mais aussi les lésions d'Adrian, notamment à l'arrière de son crâne, me faisaient penser que l'assaillant avait dû entrer et attaquer Adrian avec la rapidité de l'éclair, en tout cas très rapidement, et ce à l'arrière de la tête. Il y avait également du sang sur le plafond du garage, qui selon moi devait être des résidus de sang secondaire. En d'autres termes, c'est du sang qui se trouve sur une arme qui a déjà servi pour une autre agression. Et quand cette arme est ramenée ou levée de manière brusque, le sang qui est dessus est littéralement projeté et éclabousse le plafond, ou le mur, ou tout autre objet se trouvant à proximité. Ça nous donne une indication sur l'endroit où se tenait l'agresseur et aussi sur la position de la victime au moment où elle a été frappée. Qui a agressé et tué cette famille avec une telle sauvagerie? Et quelle est l'arme du crime? Les victimes détiennent les réponses à ces questions. La police est perplexe face aux meurtres atroces d'une mère et de 2 de ses enfants adolescents battus à mort dans leur maison de Wollongong. Leurs corps ont été découverts ce matin par un autre fils qui avait passé la nuit ailleurs. Le mari qui travaille à Sydney est rentré ce matin. Le fils de 18 ans de Jenny de Gruchy s'est effondré choqué après avoir découvert le corps de sa mère battue à mort dans la chambre principale en rentrant chez lui ce matin vers 9 h. Dans une seconde chambre, il y avait sa sœur âgée de 13 ans, Sarah, morte elle aussi, tandis que son frère Adrian a été découvert peu après dans le garage. Les experts médico-légaux fouillent ce matin la maison en quête d'indices. Il y avait des choses inhabituelles sur la scène de crime. Dans la chambre de Jennifer, qui était la chambre principale de la maison, un morceau relativement important de moquette avait été découpé sur le sol. C'était étrange parce que la maison était relativement neuve. D'autres morceaux plus petits avaient aussi été découpés, l'un à proximité du bout du lit et l'autre vers la porte. Naturellement, les enquêteurs se sont posé la question, pourquoi découper la moquette?
Celui qui avait pris ces morceaux de moquette voulait faire disparaître quelque chose qui aurait pu nous permettre de l'identifier grâce à des analyses. L'agresseur avait peut-être perdu du sang et devait donc faire disparaître ces morceaux de moquette. Dans le couloir, d'autres preuves indiquent que le tueur a tenté de brouiller les pistes. Le couloir a été examiné très minutieusement. On s'est servi d'un instrument appelé Polylight, qui émet une lumière artificielle. On l'utilise souvent parce qu'il détecte des traces minuscules. On a noté des taches rougeâtres à 2 endroits dans le couloir. Elles avaient l'air d'avoir été légèrement diluées. Ça pouvait signifier que le sang appartenait à l'agresseur et qu'il avait peut-être tenté de le nettoyer sachant que c'était le sien. On a fait des tests pour vérifier la présence de sang sur les taches qu'on a observées dans le couloir. Ils se sont révélés positifs. À partir de là, on a fait un certain nombre de prélèvements qu'on a envoyés au labo pour des analyses plus poussées. Pas moins de 60 prélèvements sont effectués par les experts à l'intérieur de la maison. Parmi eux, de minuscules taches de sang de forme inhabituelle retrouvées sur le mur à la tête de lit de Jennifer sont isolées pour analyse. Constatant que plusieurs objets ont disparu, comme le magnétoscope du salon, les enquêteurs n'excluent pas que le vol puisse être le mobile du triple homicide. Mais ont-ils affaire à un cambriolage qui aurait mal tourné ou à une mise en scène destinée à brouiller les pistes ? La présomption de vol était limitée à quelques pièces. La maison ne semblait pas du tout avoir été entièrement mise à sac. Les objets volés étaient des choses comme les calculatrices des enfants, des jeux vidéo, ce type d'objets. On a constaté qu'un magnétoscope manquait dans un meuble. Et pourtant, des objets de plus grande valeur étaient toujours là. La situation était telle qu'il pouvait s'agir soit d'un cambriolage ayant mal tourné et qui entraînait l'agression des victimes, soit d'une tentative pour déguiser un meurtre. La police soupçonne que le cambriolage n'est qu'une mise en scène et l'autopsie conclut à la présence d'un seul agresseur. Dans le triple homicide de la famille de Gruchy, j'ai conclu qu'il n'y avait vraisemblablement qu'une seule arme du crime et un seul assaillant. Les 3 victimes ont été agressées très rapidement. L'attaque a été très soutenue et surtout extrêmement violente. Les blessures se ressemblaient beaucoup dans les 3 cas. Les blessures de Sarah au front et sur le dessus du crâne étaient très similaires à celles qu'Adrian avait reçues à la tête. Mais elle avait également des ecchymoses sur les bras, surtout au bras droit, qui me faisaient penser qu'elle avait essayé de se défendre. Et raisonnablement, on peut penser qu'elle avait levé son bras parce qu'il y avait une ecchymose en forme de ligne très nette sur le côté intérieur de son avant-bras droit. Elle avait un aspect très significatif, et la forme de l'ecchymose faisait penser qu'elle avait été causée par un manche ou un objet cylindrique. La blessure qu'il y avait sur le bras de Sarah et certaines lésions corporelles relevées sur Adrian étaient similaires. Il y avait des hématomes assez nets sur son torse. Il faisait à peu près 15 cm de longueur. Mais juste au-dessus, sur le haut de son torse et sous la clavicule, il y avait un hématome circulaire très net. Alors je me suis demandé, et j'ai demandé à la police, ce qui avait pu causer à la fois ces ecchymoses linéaires et cette ecchymose circulaire dans la partie supérieure de sa poitrine. Après en avoir discuté, on penchait pour quelque chose comme un cric, un démonte-pneu ou une clé démonte-roue. Utilisé de différentes manières, il était possible de causer de telles blessures avec ces engins. Les policiers ont maintenant la certitude que les 3 victimes ont été agressées par un seul homme, qui a agi dans la précipitation. Comme l'arme du crime, sans doute un cric, demeure introuvable, les experts médico-légaux décident d'explorer une nouvelle piste. Et elle ne va pas tarder à relancer l'enquête de la façon la plus inattendue.
La question suivante était où se trouve normalement un cric de voiture. Dans une voiture, bien sûr. Or, il n'y avait qu'un véhicule dans le périmètre de la scène du crime, la voiture de Jennifer de Gruchy. En ouvrant le coffre, on a constaté que le haillon où est généralement rangé le cric était légèrement entrouvert, ce qui indiquait que quelqu'un avait vraisemblablement accédé à ce petit compartiment à un moment donné. Quand on a ouvert le haillon, le cric était à sa place, mais la clé des monte-pneus et la manivelle du cric manquaient. C'était bizarre. On a fouillé l'intérieur du véhicule à la recherche de la clé des monte-roues, mais on ne l'a pas trouvée. On a examiné la roue de secours et constaté qu'il y avait toujours le film adhésif à la surface du pneu, ce qui prouvait que la roue n'avait jamais été utilisée. S'ils n'avaient jamais eu besoin de ces objets, pourquoi les sortir de l'endroit où ils étaient rangés depuis la sortie d'usine de la voiture? La police reçoit confirmation que lorsque Jennifer a acheté sa voiture, la clé des monte-roues était bien dedans. Par la suite, on s'est procuré une clé des monte-roues similaire à celle qui devait se trouver dans le véhicule. Ça coïncidait avec le type de blessure infligée aux victimes. Les blessures relevées sur les corps des victimes indiquent qu'elles ont été attaquées sauvagement et sans aucune retenue. Elles fournissent par ailleurs des indices précieux sur l'arme du crime, une clé des monte-roues que la police recherche activement. La police a lancé un appel pour trouver le meurtrier de 3 membres d'une même famille battus à mort au cours d'une agression sauvage. Les enquêteurs étaient de retour dans la résidence d'Albion Park ce matin avec des appareils de scanographie à la recherche d'indices et de l'arme du crime. L'autopsie a révélé que Jennifer de Gruchy, 40 ans, et ses enfants adolescents Sarah et Adrian ont été battus à mort avec un objet en métal lourd. Je demande maintenant au public de nous faire part de tout incident suspect qu'il aurait observé ou dont il aurait entendu parler. Une brigade de secours, des pompiers et des policiers ont fouillé le bassin de retenue du lac Illawarra qui jouxtait la maison où vivaient les deux Gruchy, juste pour voir si quelque chose y avait été jeté. On n'a rien trouvé. Pendant ce temps, la voiture de Jennifer, de laquelle une clé des monte-roues a disparu, est devenue une pièce à conviction et elle est conduite jusqu'aux locaux de la police pour être examinée par leurs experts. Cet examen nous a permis de trouver une autre pièce à conviction qui a fait avancer notre enquête. Il y avait des petites fibres de moquette d'un peu plus d'1 centimètre de longueur sur le sol du véhicule derrière le siège du conducteur. C'était important parce qu'elles semblaient être de la même couleur que les morceaux de moquette qui manquaient dans la chambre principale de la maison. En tout cas, elles ne collaient pas du tout avec le tapis de sol de la voiture. Un échantillon de la moquette a été prélevé dans la chambre principale et a été envoyé pour une analyse comparative avec les fibres retrouvées dans la voiture. Les résultats des tests indiquaient qu'il était fort probable qu'ils proviennent de la même source. Les enquêteurs interrogent de nouveau ce soir le mari de Madame de Gruchy et son fils de 18 ans dans l'espoir d'obtenir de nouveaux indices sur les meurtres. Dans toute enquête, tout le monde est suspect au début. C'était aussi le cas dans celle-ci. Wayne de Gruchy était suspect. Il a été interrogé sur ses faits et gestes la veille au soir. Pour utiliser une terminologie que tout le monde connaît, il avait un alibi. L'alibi de Wayne est qu'il se trouvait à Sydney, à 1h30 de route en voiture de chez lui. Il avait une partie de golf ce jour-là et il passait la nuit chez ses parents. On a pu parler à ces personnes qui nous ont confirmé ces dires. Cependant, d'autres témoins livrent une histoire différente. On a reçu des informations indiquant que des personnes auraient vu une Commodore correspondant au véhicule que conduisait habituellement Wayne de Gruchy. Elle disait avoir vu quelqu'un dont le signalement n'était pas incompatible avec Wayne en tout début de matinée. Le problème, c'est que la voiture que Wayne conduisait habituellement avait été impliquée dans une collision entre véhicules motorisés quelques jours auparavant et qu'elle était en réparation. On a pu le vérifier. Ça nous prouvait que ces informations étaient fausses. Par ailleurs, l'heure des décès déterminée par les légistes excluait que Wayne ait pu faire le trajet depuis Sydney
commettre les crimes et revenir à Sydney. J'ai situé l'heure du crime entre approximativement 20 h le 12 mars et 1 h du matin le 13 mars. Je me suis basé sur l'examen des corps sur la scène du crime, la température des corps par rapport à la température ambiante dans le garage et dans la maison, ainsi que la rigidité et la lividité cadavérique. Ces trois éléments conjugués indiquaient ce créneau horaire comme étant l'heure approximative des meurtres. Owen de Gruchy, l'époux et le père des victimes, ayant été écartés de la liste des suspects, les policiers poursuivent leur recherche des objets volés dans la maison ou ayant disparu, comme le morceau de moquette découpé au pied du lit de Jennifer. Et bientôt, contre toute attente, un nouvel indice va désigner un suspect potentiel. Alors que la police continue de chercher l'arme du crime, le morceau de moquette manquant, ainsi que les objets volés dans la maison, une autre pièce à conviction d'importance est découverte. Un jerrycan rouge se trouvait non loin du corps d'Adrian. Ce qui était inhabituel, c'est que le bouchon du bidon était sur la position ouverte, et on a constaté qu'il y avait une certaine quantité d'essence dans le jerrycan. Mais ce n'est que quand on a déplacé le corps qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de l'essence dessus. Sur le flanc gauche d'Adrian, j'ai remarqué de la peau décollée, qui suggérait qu'on avait peut-être essayé de l'arroser avec de l'essence et de le brûler pour mettre le feu à la scène du crime. Comme la victime avait de l'essence sur le corps et les vêtements, il était évidemment très important d'examiner le jerrycan. Le jerrycan, ainsi que d'autres preuves physiques et biologiques retrouvées sur la scène du crime, se trouvent au laboratoire pour être soumis à une analyse plus approfondie. Dans l'un de ces tubes à essai, l'ADN du tueur va être identifié. 3 membres de la famille de Gruchy ont été assassinés entre 20 h le 12 mars 1996 et 1 h le lendemain matin. Les enquêteurs sont convaincus que le vol a été mis en scène pour masquer un crime prémédité. Pour l'instant, ni l'arme du crime, ni les objets volés ou le morceau de moquette disparu dans la chambre de Jennifer n'ont été retrouvés. Mais l'analyse du bidon d'essence qui a servi à arroser l'une des victimes donne des résultats. La procédure habituelle pour tout examen est d'utiliser un éclairage oblique. C'est un examen visuel. On se sert d'un polylight pour nous aider. Les empreintes qui sont apparues sur la partie inférieure de la poignée du jerrycan étaient très nettes. On n'avait pas besoin d'y toucher. Elles ont été photographiées et utilisées pour être comparées. Pour photographier les empreintes localisées sous la poignée, un miroir est placé en dessous pour les attribuer à une seule personne, celle qui a manipulé ce bidon. J'ai ensuite comparé les empreintes et identifié l'index, le majeur et l'annulaire comme étant ceux relevés lors de la prise d'empreinte de Matthew de Gruchy. Cependant, Matthew s'était servi du jerrycan à plusieurs reprises. C'était lui qui remplissait les réservoirs d'essence des voitures de la famille. Mais qu'en est-il du sang qui appartient peut-être à l'assassin? Le sang dilué dans le couloir et les petites taches situées derrière le lit de Jennifer ne correspondent pas aux autres éclaboussures de sang. Les enquêteurs attendent les résultats des tests sanguins effectués sur un jeune homme qui affirmait avoir trouvé sa famille assassinée dans leur maison près de Wollongong. Matthew de Gruchy et son père Owen se sont prêtés aux tests dans un hôpital local alors qu'ils continuent d'aider la police dans son enquête sur le triple meurtre. L'avantage de l'ADN, c'est qu'on peut facilement distinguer un individu d'un groupe. Ici, nous avions une famille. Et j'ai pu, en faisant une simple analyse ADN, différencier chaque personne de la famille, même s'il s'agissait d'un groupe d'individus avec des liens de parenté. Le docteur Guts a reçu des dizaines de prélèvements effectués dans la maison et doit définir à qui appartient le sang des différents échantillons et lequel est potentiellement celui du tueur.
Le sang était dans la majorité des cas celui de la victime, mais les taches de sang situées derrière le lit de Jennifer et dans le couloir contenaient de l'ADN correspondant à Matthew de Gruchy et à aucun autre membre de la famille. Comment le sang de Matthew est-il arrivé là? Sa petite amie Alyssa dit à la police ne lui avoir vu aucune blessure la nuit des meurtres. Comme Matthew a déclaré être allé chez sa petite amie, on l'a évidemment interrogé dans le cadre de notre enquête. On a réussi à reconstituer en partie son emploi du temps. La police sait que le couple s'est parlé à 20 heures. Matthew avait convenu avec Alyssa qu'il viendrait ce soir-là. Comme il ne se montrait pas, elle a téléphoné chez les de Gruchy pour lui parler. Ça, c'était vers 22 heures. Personne n'a répondu à cet appel. Alors elle est allée se coucher, sans savoir si Matthew allait venir finalement ou non. Alors qu'il a dit à sa petite amie qu'il n'allait pas tarder, Matthew n'arrive pas avant 23 heures, soit 3 heures après leur conversation. Il est entré et il lui a seulement dit qu'il était en retard, parce que sa mère l'avait retenu. Elle souhaitait qu'il reste à cause de coups de fil bizarres qu'ils avaient reçus. Il a affirmé qu'un des interlocuteurs avait dit « 3 membres de ta famille vont mourir ». Les policiers s'étonnent que Matthew ait omis de mentionner ces appels téléphoniques dont l'importance est pourtant capitale. Si la famille a effectivement été menacée à plusieurs reprises, pourquoi le garçon n'en a-t-il jamais parlé? Tandis que les enquêteurs vérifient l'information, Matthew est convoqué au commissariat pour y subir un interrogatoire en règle. Depuis qu'il a été établi que les traces de sang retrouvées dans le couloir et sur le mur de la chambre de sa mère lui appartiennent, eh bien le garçon est devenu le principal suspect. On a retracé les appels téléphoniques en rappelant les gens qui avaient passé ces appels. Mais en ce qui concerne les menaces que Matthew a mentionnées à sa petite amie, on n'a pas pu établir que ça s'était vraiment produit. Si ces appels avaient eu lieu, on peut penser que c'est la première chose qu'il nous aurait dite. Ceci est un entretien enregistré entre l'inspecteur principal D.J. Sharkey et Matthew Wayne de Gruchy. Quand l'appel a été passé, j'essaie de voir clairement les choses. Le téléphone sonne, vous décrochez. Combien de temps est-ce que la personne est restée en ligne? J'ai seulement entendu des bips. Vous voulez dire qu'ils ont raccroché dès que vous avez décroché? C'est ce qui s'est passé. En fait, j'entendais seulement la tonalité. On a essayé d'établir s'il y avait bien eu une communication. On lui demandait s'il avait pris l'appel. On lui posait des questions du genre « Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des bips indiquant qu'il y a eu une communication ?» Ce que vous dites, c'est qu'il savait quand la communication allait commencer et qu'il raccrochait aussitôt, c'est ça? Oui, j'imagine, oui. Si son histoire avait été vraie, Matthew aurait dû entendre quelqu'un lui parler et il aurait dû y avoir des traces de la communication sur les relevés téléphoniques. Ce n'était pas le cas. Matthew a-t-il tué sa mère, son frère et sa sœur? Si c'est le cas, quel est son mobile? Est-ce que vous vous êtes déjà, dans le passé, disputé avec votre mère au sujet de l'utilisation de la voiture? Les empreintes et le sang de Matthew de Gruchy sont retrouvés sur la scène de crime. Il dit à la police qu'il était chez sa petite amie la nuit des meurtres et qu'il était arrivé tard à cause d'appels menaçants reçus par sa famille. Mais quand la police vérifie, elle ne trouve aucune trace de ces appels. La police continue d'interroger son principal suspect, cette fois-ci sur la découverte des corps. Dans la déclaration que vous avez faite mercredi dernier, le 13, vous avez parlé à un inspecteur qui a pris votre déposition au sujet de ce que vous aviez fait en rentrant chez vous. Vous vous souvenez? Oui. Vous pouvez me décrire à nouveau comment ça s'est passé?
Je suis arrivé à la maison vers 8h30, 8h35 peut-être. Matthew déclare à la police être revenu chez lui ce matin-là pour prendre son portefeuille qu'il avait oublié en partant et être ensuite allé directement faire des courses. Dans votre déposition, vous dites avoir quitté la maison et être allé acheter des cigarettes, c'est bien ça? Ça n'enregistre pas quand vous acquiescez de la tête. Vous devez répondre par oui ou par non. Mais oui. Et ensuite, vous êtes revenu à la maison? Oui, après être allé au magasin. C'est ce que vous avez indiqué dans votre déclaration ce jour-là. Vous êtes rentré chez vous après être allé acheter des cigarettes au magasin. Oui. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai ouvert la porte d'entrée. Je suis entré. Je suis allé dans la cuisine. Et là, j'ai trouvé que c'était très silencieux. J'ai retraversé le couloir. J'ai frappé à la porte de Sarah. Mais je n'étais pas vraiment inquiet. Ensuite, j'ai ouvert la porte de la chambre de maman. Qu'est-ce que vous avez fait après ça? J'ai compris que ma mère était morte. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je ne savais pas ce qui s'était passé, alors... Je sais pas, j'ai craqué. J'ai couru dehors pour chercher de l'aide. Et j'ai vu Steve de l'autre côté de la route. Il y a un problème avec maman et Sarah. Dans sa déposition, Steve Bailey a affirmé que Matthew était sorti et avait dit « Il y a un problème avec maman et Sarah ». Il y a un problème avec maman et Sarah. Quand on a interrogé Matthew, on lui a demandé ce qu'il avait fait après être entré dans la maison. Et on lui a notamment demandé précisément « Êtes-vous allé dans la chambre de votre sœur ?» Êtes-vous allé dans le salon à ce moment-là? Non, Et à ce moment-là, êtes-vous allé dans la salle à manger? non, Dans la cuisine? non. Êtes-vous allé dans la chambre de votre sœur? Quand on lui a demandé s'il était allé dans la chambre de Sarah, il a répondu non. S'il n'y était pas allé, comment pouvait-il savoir qu'il était arrivé quelque chose à Sarah? Vous êtes allé en voiture chez Alyssa, c'est exact? Oui, Et vous êtes arrivé autour de 23 heures, c'est ça? oui, C'est ce que vous avez dit dans votre déposition précédente. oui, Vous conduisiez la voiture de votre mère, c'est exact? oui. Matthew avait utilisé la voiture familiale plusieurs fois. Il avait fait pas mal de kilomètres avec celle-ci, à ce qu'on nous avait dit. Et la famille avait décidé qu'il utiliserait plutôt la voiture de son père, le véhicule de fonction de son père. Normalement, le père de Matthew aurait dû être à la maison ce soir-là, mais il était finalement resté à Sydney. Et donc Matthew ne pouvait pas utiliser sa voiture. Il devait prendre celle de sa mère pour se déplacer. Matthew est donc la dernière personne à avoir eu accès à la voiture la nuit des meurtres. Est-ce que vous vous êtes déjà disputé dans le passé avec votre mère à propos de la voiture? J'appellerais pas ça une dispute. J'ai demandé à Matthew s'il y avait déjà eu des disputes à cause de l'utilisation de la voiture de sa mère. Il a répondu « J'appellerais pas ça une dispute ». Mais on avait des informations indiquant que Matthew et sa mère se querellaient au sujet de la voiture. Y a-t-il eu des moments où votre mère a refusé que vous preniez la voiture et où vous l'avez menacée physiquement? Non, Avez-vous jamais agressé votre mère? non. On a donné à Matthew l'opportunité d'avouer son implication. Ceci conclut l'interrogatoire. Et il ne l'a pas saisi.
On l'a autorisé à quitter le commissariat et on a poursuivi nos efforts pour réunir des preuves démontrant qu'il était l'auteur de ces meurtres. Parvenus à ce point de leur enquête, les policiers sont convaincus de la culpabilité de Matthew de Gruchy. Un faisceau d'indices prouve son implication, les traces de son sang maculant les murs de la maison, la présence de ses empreintes digitales sur le jerrycan d'essence, les menaces téléphoniques qu'il invente et qui n'apparaissent pas sur les relevés, le mensonge qu'il commet à propos de sa sœur au cours de l'interrogatoire. Autre fait confortant cette hypothèse, Matthew est la dernière personne à avoir utilisé la voiture de sa mère. Dès lors, il ne reste plus aux enquêteurs qu'à rassembler les éléments du puzzle et à confondre définitivement l'auteur des crimes. J'ai reçu des fibres de moquette trouvées à l'arrière de la voiture de Jennifer de Gruchy. Mais elles faisaient environ 3 cm de long, et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout, il y avait une petite tache rouge-marron. C'était tellement petit qu'on ne pouvait pas faire beaucoup de tests avec, alors on a prélevé une petite partie de cette tache, on l'a mise dans un tube à essai et on a procédé à des tests ADN. Les tests effectués ont montré que l'ADN ne pouvait provenir que de Matthew de Gruchy et de personne d'autre de la famille. Ces fibres sont identiques à celles de la moquette de la chambre de Jennifer. La police spécule désormais sur la manière dont le sang de Matthew a pu atterrir là. Il était possible que la pression l'ait fait saigner du nez. En faisant des recherches, on a appris que les gens peuvent se mettre à saigner du nez quand ils sont sous pression. En fait, on ne pouvait pas dire exactement comment il s'était retrouvé là, il suffisait de dire que c'était le sang de Matthew. 9 jours après les meurtres, Matthew assiste aux funérailles de sa mère, sa sœur et son frère. Il faut attendre encore 2 mois avant que la police ne fasse la découverte majeure qui va lui permettre de clore son enquête. Cela fait maintenant 2 mois que Jennifer, Sarah et Adrian ont sauvagement été battus à mort. Matthew de Gruchy, le principal suspect, passe son temps entre sa maison et celle de sa petite amie. La police continue de collecter des preuves et par chance, un groupe d'adolescents intrépides va lui fournir une aide décisive. J'avais environ 16 ans à l'époque. J'avais des copains qui vivaient juste à côté de cette vieille carrière. Il y avait un grand barrage là-bas. Et ce jour-là, on avait décidé de sauter à vélo dans le bassin. On est monté sur cette grande butte pour pouvoir voir quelle était la profondeur de l'eau. Et on a remarqué un truc rouge dans l'eau. Moi, j'y vais pas. Moi non plus. C'est que de l'eau. Un copain est allé dans l'eau pour prendre le sac. Il est ensuite revenu vers nous. On s'est avancé pour attraper le sac parce qu'on voulait voir ce qu'il y avait dedans. Quand on l'a ouvert, on a vu des bouts de moquette qui avaient l'air de papier mâché et un marteau. On a décidé de garder le marteau et on a rejeté le sac dans l'eau, vu qu'on n'en avait plus besoin. Les garçons trouvent le sac quelques jours seulement après les meurtres. Mais ce n'est que 2 mois plus tard que la police en entend parler. Elle fait immédiatement drainer le barrage pour trouver cette pièce à conviction. Les enquêteurs ont ratissé une digue à Winona. Ils ont retrouvé des objets ayant appartenu à la famille de Gruchy, notamment un magnétoscope, des CD et un porte-monnaie contenant le permis de conduire de Jennifer de Gruchy. Le fait d'avoir retrouvé les objets, c'était très positif pour nous. Ça nous indiquait qu'on était sur la bonne voie. Au début, quand Matthew nous a fourni une liste des objets volés dans la maison, ça nous a paru bizarre qu'il soit aussi précis. Quand les objets ont été retrouvés dans le bassin, ça tendait à confirmer nos soupçons parce que la majorité des objets de la liste y étaient. Il y avait une calculatrice au nom de A. de Gruchy, qui était visiblement la calculatrice d'Adrian. Elle figurait sur la liste des objets volés. Un portefeuille de femme avec des papiers appartenant à Jennifer de Gruchy. Il y avait aussi un magnétoscope et d'autres objets, notamment des morceaux de moquette qui paraissaient être ceux qui avaient été découpés sur le sol de la chambre.
Matthew a-t-il eu le temps de tuer 3 personnes, mettre en scène le vol, découper la moquette, nettoyer le sol, aller en voiture jusqu'à la digue pour se débarrasser des pièces l'incriminant et se rendre chez sa petite amie? Tout cela avant 23 heures? Quand on a fait la découverte de la digue, et étant donné sa proximité avec la maison d'Alyssa, j'ai demandé à 2 de mes hommes de faire le trajet entre le domicile de Matthew et le barrage, et ensuite de là jusqu'au domicile d'Alyssa. Ils ont fait le parcours à des vitesses différentes. Je voulais voir combien de temps ça prenait et si c'était faisable. On l'a fait et ça collait dans le temps imparti. Outre les objets volés dans la maison, le sac étanche retrouvé dans le lac contient une pièce à conviction tout à fait insolite. Cet élément va apporter aux enquêteurs la preuve décisive qui leur manquait. Il y avait aussi un petit sac en plastique qu'on pouvait refermer. Il contenait des pansements et ce qui semblait être des petits morceaux de papier déchirés. Sur le papier, il y avait des choses écrites à la main. Au total, il y avait 13 morceaux qu'il fallait assembler. Le document avait été mouillé, il avait séjourné dans de l'eau. Certaines lettres avaient des teintes dans les fibres du papier. Quand j'ai réussi à reconstituer le document, il y avait un certain nombre de mots dessus. Il y avait écrit « porte ouverte »,« store ouvert »,« maman »,« Sarah »,« Adriane »,« frappé avec un bâton »,« coupé quelque part au couteau ». Une fois reconstitué, ça avait l'air pour nous d'une liste des choses qu'il fallait faire pour faire croire que quelqu'un d'autre avait commis les meurtres des 2 Gruchy. Après avoir reconstitué le document, j'ai comparé l'écriture avec des échantillons de l'écriture de Matthew de Gruchy. Et il y avait environ 12 points communs entre les 2 écritures. Mon opinion était qu'il était probable que Matthew ait écrit le document en question. La probabilité qu'il l'ait fait était supérieure à celle qu'il ne l'ait pas fait. On l'a arrêté et inculpé du meurtre de sa mère, de son frère et de sa sœur. Le journal de 19h, présenté par Ross Simons. Bonsoir. Un habitant de Wollongong de 18 ans a été placé en détention provisoire après avoir été inculpé des meurtres de sa mère, de son frère et de sa sœur. Matthew de Gruchy a été arrêté à l'issue d'une enquête de 3 mois sur ce triple homicide. Matthew affirme avoir passé la nuit chez sa petite amie et n'avoir découvert les corps que le lendemain matin en rentrant chez lui. Le substitut du procureur de la couronne, Paul Conlon, affirme que des preuves ADN relient Matthew à la scène du crime. La découverte des fibres de moquette tachées de sang, qui étaient en réalité le sang de Matthew de Gruchy, a été capitale dans cette affaire quand on a parlé des morceaux de moquette découpés dans la chambre principale. J'ai dit au jury que le coupable avait laissé sa carte de visite sur cette moquette. Tous les faits et les circonstances pointaient dans une direction, une seule, Matthew de Gruchy. Un homme risque la prison à vie après avoir été jugé coupable du meurtre de sa mère, de son frère et de sa sœur. Matthew de Gruchy avait à peine 18 ans à l'époque. Le jury a jugé qu'il les avait battus à mort dans la maison familiale et tenté de faire croire un cambriolage. J'ai vu que quand le verdict a été rendu, il n'a eu aucune réaction. Il a conservé un regard d'acier. Il a regardé ses pieds. Et c'est une pose qu'il avait eue pendant tout le procès. Étant donné qu'on n'avait pas l'arme du crime et aucun mobile apparent, l'aspect médico-légal de l'enquête a été capital. On a réussi à prouver, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de Matthew de Gruchy dans ces 3 meurtres. Durant le procès, le père de Matthew, son oncle et Sarah, sa petite amie, témoignent en sa faveur. Ils arguent que l'harmonie régnait dans la famille et que par conséquent Matthew n'avait aucune raison de se livrer à un acte d'une telle barbarie. L'avocat de la défense plaide pour sa part que des cheveux retrouvés dans la main de son jeune frère n'appartenaient pas à Matthew. Peut-être appartenait-il à l'homme qui s'était suicidé une semaine après les meurtres en laissant une lettre
dans laquelle il avouait avoir peur d'être accusé des crimes. Le procureur rejette cet argument, considérant que les cheveux longs de 8 cm devaient être ceux de Sarah, que Matthew avait dû transporter avec lui dans le garage. L'acte d'accusation étant maintenu, le jury condamne Matthew de Gruchy à une peine de 21 à 28 ans de prison. S'il fait preuve d'une bonne conduite, il sera libéré au plus tôt en 2017. Il sera alors âgé de 39 ans. Est-ce parce que sa mère n'a pas voulu lui prêter sa voiture ou pour une autre raison? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que toutes les preuves désignaient Matthew et personne d'autre. La seule personne qui sait réellement pourquoi il l'a fait, c'est Matthew lui-même. Matthew a-t-il tué 3 membres de sa famille dans le seul but de se venger de sa mère qui lui interdisait d'emprunter sa voiture? Cette explication est à peine croyable. Les psychiatres, consultés comme experts durant le procès, ont avancé l'hypothèse que Matthew pourrait souffrir d'une grave maladie mentale non diagnostiquée. Les tendances psychopathes qu'il portait en lui se seraient brusquement transformées en folie meurtrière et auraient explosé comme une bombe. Quoi qu'il en soit, sachez encore qu'un inspecteur impliqué dans l'enquête a démissionné de la police tant il avait été traumatisé par l'atrocité de la scène de crime. Chers amis, ainsi s'achève cette émission. Merci de nous être fidèles et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des Enquêtes Impossibles. Matthew avait convenu avec Alyssa qu'il viendrait ce soir-là. Comme il ne se montrait pas, elle a téléphoné chez les de Gruchy pour lui parler. Ça, c'était vers 22 heures. Personne n'a répondu à cet appel. Alors elle est allée se coucher, sans savoir si Matthew allait venir finalement ou non. Alors qu'il a dit à sa petite amie qu'il n'allait pas tarder, Matthew n'arrive pas avant 23 heures, soit 3 heures après leur conversation. Il est entré et il lui a seulement dit qu'il était en retard, parce que sa mère l'avait retenu. Elle souhaitait qu'il reste à cause de coups de fil bizarres qu'ils avaient reçus. Il a affirmé qu'un des interlocuteurs avait dit « 3 membres de ta famille vont mourir ». Les policiers s'étonnent que Matthew ait omis de mentionner ces appels téléphoniques dont l'importance est pourtant capitale. Si la famille a effectivement été menacée à plusieurs reprises, pourquoi le garçon n'en a-t-il jamais parlé? Tandis que les enquêteurs vérifient l'information, Matthew est convoqué au commissariat pour y subir un interrogatoire en règle. Depuis qu'il a été établi que les traces de sang retrouvées dans le couloir et sur le mur de la chambre de sa mère lui appartiennent, eh bien le garçon est devenu le principal suspect. On a retracé les appels téléphoniques en rappelant les gens qui avaient passé ces appels. Mais en ce qui concerne les menaces que Matthew a mentionnées à sa petite amie, on n'a pas pu établir que ça s'était vraiment produit. Si ces appels avaient eu lieu, on peut penser que c'est la première chose qu'il nous aurait dite. Ceci est un entretien enregistré entre l'inspecteur principal D.J. Sharkey et Matthew Wayne de Gruchy. Quand l'appel a été passé, j'essaie de voir clairement les choses. Le téléphone sonne, vous décrochez. Combien de temps est-ce que la personne est restée en ligne? J'ai seulement entendu des bips. Vous voulez dire qu'ils ont raccroché dès que vous avez décroché? C'est ce qui s'est passé. En fait, j'entendais seulement la tonalité. On a essayé d'établir s'il y avait bien eu une communication. On lui demandait s'il avait pris l'appel. On lui posait des questions du genre « Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des bips indiquant qu'il y a eu une communication ?» Ce que vous dites, c'est qu'il savait quand la communication allait commencer et qu'il raccrochait aussitôt, c'est ça? Oui, j'imagine, oui. Si son histoire avait été vraie, Matthew aurait dû entendre quelqu'un lui parler. Il y avait un grand barrage là-bas. Et ce jour-là, on avait décidé de sauter à vélo dans le bassin.
On est monté sur cette grande butte pour pouvoir voir quelle était la profondeur de l'eau. Et on a remarqué un truc rouge dans l'eau. Moi, j'y vais pas. Moi non plus. C'est que de l'eau. Un copain est allé dans l'eau pour prendre le sac. Il est ensuite revenu vers nous. On s'est avancé pour attraper le sac parce qu'on voulait voir ce qu'il y avait dedans. Quand on l'a ouvert, on a vu des bouts de moquette qui avaient l'air de papier mâché et un marteau. On a décidé de garder le marteau et on a rejeté le sac dans l'eau, vu qu'on n'en avait plus besoin. Les garçons trouvent le sac quelques jours seulement après les meurtres. Mais ce n'est que 2 mois plus tard que la police en entend parler. Elle fait immédiatement drainer le barrage pour trouver cette pièce à conviction. Les enquêteurs ont ratissé une digue à Winona. Ils ont retrouvé des objets ayant appartenu à la famille de Gruchy, notamment un magnétoscope, des CD et un porte-monnaie contenant le permis de conduire de Jennifer de Gruchy. Le fait d'avoir retrouvé les objets, c'était très positif pour nous. Ça nous indiquait qu'on était sur la bonne voie. Au début, quand Matthew nous a fourni une liste des objets volés dans la maison, ça nous a paru bizarre qu'il soit aussi précis. Quand les objets ont été retrouvés dans le bassin, ça tendait à confirmer nos soupçons parce que la majorité des objets de la liste y étaient. Il y avait une calculatrice au nom de A de Gruchy, qui était visiblement la calculatrice d'Adrian. Elle figurait sur la liste des objets volés. Un portefeuille de femme avec des papiers appartenant à Jennifer de Gruchy. Il y avait aussi un magnétoscope et d'autres objets, notamment des morceaux de moquette qui paraissaient être ceux qui avaient été découpés sur le sol de la chambre. Matthew a-t-il eu le temps de tuer 3 personnes, mettre en scène le vol, découper la moquette, nettoyer le sol, aller en voiture jusqu'à la digue pour se débarrasser des pièces l'incriminant et se rendre chez sa petite amie? Tout cela avant 23 heures? Quand on a fait la découverte de la digue, et étant donné sa proximité avec la maison d'Alyssa, j'ai demandé à 2 de mes hommes de faire le trajet entre le domicile de Matthew et le barrage, et ensuite de là jusqu'au domicile d'Alyssa. Ils ont fait le parcours à des vitesses différentes. Je voulais voir combien de temps ça prenait et si c'était faisable. On l'a fait, et ça collait dans le temps imparti. Outre les objets volés dans la maison, le sac étant... Une clé démonte-roue que la police recherche activement. La police a lancé un appel pour trouver le meurtrier de 3 membres d'une même famille battus à mort au cours d'une agression sauvage. Les enquêteurs étaient de retour dans la résidence d'Albion Park ce matin avec des appareils de scanographie à la recherche d'indices et de l'arme du crime. L'autopsie a révélé que Jennifer de Gruchy, 40 ans, et ses enfants adolescents Sarah et Adrian ont été battus à mort avec un objet en métal lourd. Je demande maintenant au public de nous faire part de tout incident suspect qu'il aurait observé ou dont il aurait entendu parler. Une brigade de secours, des pompiers et des policiers ont fouillé le bassin de retenue du lac Illawarra qui jouxtait la maison où vivaient les 2 Gruchy, juste pour voir si quelque chose y avait été jeté. On n'a rien trouvé. Pendant ce temps, la voiture de Jennifer, de laquelle une clé démonte-roue a disparu, est devenue une pièce à conviction et elle est conduite jusqu'aux locaux de la police pour être examinée par leurs experts. Cet examen nous a permis de trouver une autre pièce à conviction qui a fait avancer notre enquête. Il y avait des petites fibres de moquette d'un peu plus d'1 centimètre de longueur sur le sol du véhicule derrière le siège du conducteur. C'était important parce qu'elle semblait être de la même couleur que les morceaux de moquette qui manquaient dans la chambre principale de la maison. En tout cas, elle ne collait pas du tout avec le tapis de sol de la voiture. Un échantillon de la moquette a été prélevé dans la chambre principale et a été envoyé pour une analyse comparative avec les fibres retrouvées dans la voiture. Les résultats des tests indiquaient qu'il était fort probable qu'ils proviennent de la même source.
Les enquêteurs interrogent de nouveau ce soir le mari de Madame de Gruchy et son fils de 18 ans dans l'espoir d'obtenir de nouveaux indices sur les meurtres. Dans toute enquête, tout le monde est suspect au début. C'était aussi le cas dans celle-ci. Wayne de Gruchy était suspect. Il a été interrogé sur ses faits et gestes la veille au soir. Pour utiliser une terminologie que tout le monde connaît, il avait un alibi. L'alibi de Wayne est qu'il se trouvait à Sydney, à 1h30 de route en voiture de chez lui. Il avait une partie de golf ce jour-là et il passait la nuit chez ses parents. On a pu parler à ces personnes qui nous ont confirmé ces dires. Cependant, d'autres témoins livrent une histoire différente. On a reçu des informations indiquant que des personnes auraient vu une Commodore correspondant au véhicule que conduisait habituellement Wayne de Gruchy. Elle disait avoir... Je ne voulais qu'une chose, sortir de là. J'ai crié à mon beau-père d'appeler la police et les secours. Un jeune homme est venu à notre rencontre. Il était allé à l'intérieur de la maison. Il pleurait. Il disait « Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a pu faire ça ?» Le jeune Matthew de Gruchy, âgé de 18 ans, est totalement anéanti. Il est immédiatement conduit à l'hôpital. À l'intérieur de la maison, plusieurs membres de sa famille sont morts. Quand je suis arrivé, il était autour de 9 heures. Je suis entré dans la maison, j'ai jeté un œil dans la première chambre, la chambre des parents, et j'ai vu le corps d'une femme adulte. J'ai ensuite traversé un couloir jusqu'à une deuxième chambre où il y avait une adolescente décédée. On a ensuite fouillé le reste de la maison et on est passé par une porte qui donnait sur le garage. Là, on a retrouvé le corps sans vie d'Adriane. Leurs blessures étaient horribles. C'était assez difficile à regarder. Personne ne devrait voir des scènes comme ça. Quand je suis arrivé sur la scène du crime, la police m'a indiqué les corps des 3 personnes décédées. Jennifer de Gruchy était allongée dans son lit, partiellement couverte par les draps et les couvertures. Il y avait une paire de lunettes sur la table de chevet à côté du lit. Pour moi, elle avait dû se mettre au lit avec ses lunettes, éteindre la lumière, poser ses lunettes à côté d'elle et s'endormir. Ce doit être après qu'elle a été attaquée. Il n'y avait pas beaucoup d'éclaboussures de sang dans la pièce, ce qui ne concordait pas avec la violence du traumatisme infligé à la victime. C'était probable que quelque chose avait été placé au-dessus de sa tête au moment de l'attaque. Sur le mur et sur la tête de lit derrière la victime, on a quand même trouvé des taches de sang qui nous ont paru assez inhabituelles à cause de leur forme et de leur localisation. J'ai examiné Sarah. Elle était étendue sur son lit avec un baladeur audio à proximité. Elle devait écouter de la musique. J'en ai conclu que si Sarah n'entendait rien, et on pouvait supposer qu'elle n'avait rien entendu, elle avait dû être attaquée après. Là encore, Qu'est-ce que vous avez fait après ça? j'ai compris que ma mère était morte. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je ne savais pas ce qui s'était passé, alors... je sais pas, j'ai craqué. J'ai couru dehors pour chercher de l'aide. Et j'ai vu Steve de l'autre côté de la route. Il y a un problème avec maman et Sarah.
Dans sa déposition, Steve Bailey a affirmé que Matthew était sorti et avait dit « Il y a un problème avec maman et Sarah ». Il y a un problème avec maman et Sarah. Quand on a interrogé Matthew, on lui a demandé ce qu'il avait fait après être entré dans la maison. Et on lui a notamment demandé précisément « Êtes-vous allé dans la chambre de votre sœur ?» Êtes-vous allé dans le salon à ce moment-là? Non, Et à ce moment-là, êtes-vous allé dans la salle à manger? non, Dans la cuisine? non. Êtes-vous allé dans la chambre de votre sœur? Quand on lui a demandé s'il était allé dans la chambre de Sarah, il a répondu non. S'il n'y était pas allé, comment pouvait-il savoir qu'il était arrivé quelque chose à Sarah? Vous êtes allé en voiture chez Alyssa, c'est exact? Oui, Et vous êtes arrivé autour de 23 heures, c'est ça? oui, C'est ce que vous avez dit dans votre déposition précédente. oui, Vous conduisiez la voiture de votre mère, c'est exact? oui. Matthew avait utilisé la voiture familiale plusieurs fois. Il avait fait pas mal de kilomètres avec celle-ci, à ce qu'on nous avait dit. Et la famille avait décidé qu'il utiliserait plutôt la voiture de son père, le véhicule de fonction de son père. Normalement, le père de Matthew aurait dû être à la maison ce soir-là, mais il était finalement resté à Sydney. Et donc Matthew ne pouvait pas utiliser sa voiture. Il devait prendre celle de sa mère pour se déplacer. Matthew est donc la dernière personne à avoir eu accès à la voiture la nuit des meurtres. Est-ce que vous vous êtes déjà disputé dans le passé avec votre mère à propos de la voiture? J'appellerais pas ça une dispute. J'ai demandé à Matthew s'il y avait déjà eu des disputes à cause de l'utilisation de la voiture de sa mère. Il a répondu « J'appellerais pas ça une dispute ». Mais on avait des informations indiquant que arrivé sur la scène du crime, la police m'a indiqué les corps des 3 personnes décédées. Jennifer DeGruchy était allongée dans son lit, partiellement couverte par les draps et les couvertures. Il y avait une paire de lunettes sur la table de chevet à côté du lit. Pour moi, elle avait dû se mettre au lit avec ses lunettes, éteindre la lumière, poser ses lunettes à côté d'elle et s'endormir. Ce doit être après qu'elle a été attaquée. Il n'y avait pas beaucoup d'éclaboussures de sang dans la pièce, ce qui ne concordait pas avec la violence du traumatisme infligé à la victime. C'était probable que quelque chose avait été placé au-dessus de sa tête au moment de l'attaque. Sur le mur et sur la tête de lit derrière la victime, on a quand même trouvé des taches de sang qui nous ont paru assez inhabituelles à cause de leur forme et de leur localisation. J'ai examiné Sarah. Elle était étendue sur son lit avec un baladeur audio à proximité. Elle devait écouter de la musique. J'en ai conclu que si Sarah n'entendait rien, et on pouvait supposer qu'elle n'avait rien entendu, elle avait dû être attaquée après. Là encore, dans la chambre de Sarah, on a constaté la même chose au niveau de la quantité de sang visible. On a trouvé qu'il y avait relativement peu de taches de sang. Encore une fois, c'était probable que quelque chose ait été placé au-dessus de sa tête au moment de l'attaque. À côté du corps de Sarah, il y avait un coussin taché de sang, qui semblait venir d'une autre pièce de la maison. Il ne ressemblait pas aux oreillers de son lit. Je me demandais si ce coussin avait servi à l'étouffer en partie, ou si le ou les coupables avaient essayé de l'étouffer tout en matraquant sa tête. Bien qu'accoutumés à la violence des scènes de crime, les policiers sont choqués par la sauvagerie avec laquelle Mme DeGruchy et sa fille ont été massacrées. Mais leur macabre découverte ne s'arrête pas là. Adrian, 15 ans, le fils cadet de la famille, n'a pas, lui non plus, échappé à son bourreau. Après avoir examiné les lésions de Jennifer et de Sarah, le docteur Kalla constate que le jeune Adrian, âgé de 15 ans, a lui aussi été attaqué par surprise. Pour moi, Adrian devait être en train de travailler dans le garage. Il devait réparer une chaise parce qu'il y avait de la colle à bois à proximité et la chaise était retournée.
Non seulement ça, mais aussi les lésions d'Adrian, notamment à l'arrière de son crâne, me faisaient penser que l'assaillant avait dû entrer et attaquer Adrian avec la rapidité de l'éclair, en tout cas très rapidement, et ce, à l'arrière de la tête. Matthew a écrit le document en question. La probabilité qu'il l'ait fait était supérieure à celle qu'il ne l'ait pas fait. On l'a arrêté et inculpé du meurtre de sa mère, de son frère et de sa sœur. Le journal de 19h, présenté par Ross Simons. Bonsoir. Un habitant de Wollongong de 18 ans a été placé en détention provisoire après avoir été inculpé des meurtres de sa mère, de son frère et de sa sœur. Matthew de Gruchy a été arrêté à l'issue d'une enquête de 3 mois sur ce triple homicide. Matthew affirme avoir passé la nuit chez sa petite amie et n'avoir découvert les corps que le lendemain matin en rentrant chez lui. Le substitut du procureur de la couronne, Paul Conlon, affirme que des preuves ADN relient Matthew à la scène du crime. La découverte des fibres de moquette tachées de sang, qui étaient en réalité le sang de Matthew de Gruchy, a été capitale dans cette affaire quand on a parlé des morceaux de moquette découpés dans la chambre principale. J'ai dit au jury que le coupable avait laissé sa carte de visite sur cette moquette. Tous les faits et les circonstances pointaient dans une direction, une seule, Matthew de Gruchy. Un homme risque la prison à vie après avoir été jugé coupable du meurtre de sa mère, de son frère et de sa sœur. Matthew de Gruchy avait à peine 18 ans à l'époque. Le jury a jugé qu'il les avait battus à mort dans la maison familiale et tenté de faire croire un cambriolage. J'ai vu que quand le verdict a été rendu, il n'a eu aucune réaction. Il a conservé un regard d'acier. Il a regardé ses pieds. Et c'est une pause qu'il avait eue pendant tout le procès. Étant donné qu'on n'avait pas l'arme du crime et aucun mobile apparent, l'aspect médico-légal de l'enquête a été capital. On a réussi à prouver, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de Matthew de Gruchy dans ces 3 meurtres. Durant le procès, le père de Matthew, son oncle et Sarah, sa petite amie, témoignent en sa faveur. Ils arguent que l'harmonie régnait dans la famille et que par conséquent Matthew n'avait aucune raison de se livrer à un acte d'une telle barbarie. L'avocat de la défense plaide pour sa part que des cheveux retrouvés dans la main de son jeune frère n'appartenaient pas à Matthew. Peut-être appartenait-il à l'homme qui s'était suicidé une semaine après les meurtres en laissant une lettre dans laquelle il avouait avoir peur d'être accusé des crimes. Le procureur rejette cet argument, considérant que les cheveux longs de 8 cm devaient être ceux de Sarah, que Matthew avait dû transporter avec lui dans le garage. Son père, le véhicule de fonction de son père. Normalement, le père de Matthew aurait dû être à la maison ce soir-là, mais il était finalement resté à Sydney, et donc Matthew ne pouvait pas utiliser sa voiture. Il devait prendre celle de sa mère pour se déplacer. Matthew est donc la dernière personne à avoir eu accès à la voiture la nuit des meurtres. Est-ce que vous vous êtes déjà disputé dans le passé avec votre mère à propos de la voiture? J'appellerais pas ça une dispute. J'ai demandé à Matthew s'il y avait déjà eu des disputes à cause de l'utilisation de la voiture de sa mère. Il a répondu « J'appellerais pas ça une dispute ». Mais on avait des informations indiquant que Matthew et sa mère se querellaient au sujet de la voiture. Y a-t-il eu des moments où votre mère a refusé que vous preniez la voiture et où vous l'avez menacée physiquement? Non. Avez-vous jamais agressé votre mère? Non. On a donné à Matthew l'opportunité d'avouer son implication. Ceci conclut l'interrogatoire. Et il ne l'a pas saisi. On l'a autorisé à quitter le commissariat et on a poursuivi nos efforts pour réunir des preuves démontrant qu'il était l'auteur de ces meurtres. Parvenus à ce point de leur enquête,
les policiers sont convaincus de la culpabilité de Matthew de Gruchy. Un faisceau d'indices prouve son implication, les traces de son sang maculant les murs de la maison, la présence de ses empreintes digitales sur le jerrycan d'essence, les menaces téléphoniques qu'il invente et qui n'apparaissent pas sur les relevés, le mensonge qu'il commet à propos de sa sœur au cours de l'interrogatoire. Autre fait confortant cette hypothèse, Matthew est la dernière personne à avoir utilisé la voiture de sa mère. Dès lors, il ne reste plus aux enquêteurs qu'à rassembler les éléments du puzzle et à confondre définitivement l'auteur des crimes. J'ai reçu des fibres de moquette trouvées à l'arrière de la voiture de Jennifer de Gruchy. Mais elles faisaient environ 3 cm de long, et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout, il y avait une petite tache rouge-marron. C'était tellement petit qu'on ne pouvait pas faire beaucoup de tests avec, alors on a prélevé une petite partie de cette tache, on l'a mise dans un tube à essai et on a procédé à des tests ADN. Les tests effectués ont montré que l'ADN ne pouvait provenir que de Matthew de Gruchy et de personne d'autre de la famille. Ces fibres sont identiques à celles de la moquette de la chambre de Jennifer. La police spécule désormais sur la manière dont le sang de Matthew a pu atterrir là. Il était possible que Maître de l'identifier grâce à des analyses. L'agresseur avait peut-être perdu du sang et devait donc faire disparaître ces morceaux de moquette. Dans le couloir, d'autres preuves indiquent que le tueur a tenté de brouiller les pistes. Le couloir a été examiné très minutieusement. On s'est servi d'un instrument appelé Polylight, qui émet une lumière artificielle. On l'utilise souvent parce qu'il détecte des traces minuscules. On a noté des taches rougeâtres à 2 endroits dans le couloir. Elles avaient l'air d'avoir été légèrement diluées. Ça pouvait signifier que le sang appartenait à l'agresseur et qu'il avait peut-être tenté de le nettoyer sachant que c'était le sien. On a fait des tests pour vérifier la présence de sang sur les taches qu'on a observées dans le couloir. Ils se sont révélés positifs. À partir de là, on a fait un certain nombre de prélèvements qu'on a envoyés au labo pour des analyses plus poussées. Pas moins de 60 prélèvements sont effectués par les experts à l'intérieur de la maison. Parmi eux, de minuscules taches de sang de forme inhabituelle retrouvées sur le mur à la tête de lit de Jennifer sont isolées pour analyse. Constatant que plusieurs objets ont disparu, comme le magnétoscope du salon, les enquêteurs n'excluent pas que le vol puisse être le mobile du triple homicide. Mais ont-ils affaire à un cambriolage qui aurait mal tourné ou à une mise en scène destinée à brouiller les pistes? La présomption de vol était limitée à quelques pièces. La maison ne semblait pas du tout avoir été entièrement mise à sac. Les objets volés étaient des choses comme les calculatrices des enfants, des jeux vidéo, ce type d'objets. On a constaté qu'un magnétoscope manquait dans un meuble. Et pourtant, des objets de plus grande valeur étaient toujours là. La situation était telle qu'il pouvait s'agir soit d'un cambriolage ayant mal tourné et qui entraînait l'agression des victimes, soit d'une tentative pour déguiser un meurtre. La police soupçonne que le cambriolage n'est qu'une mise en scène et l'autopsie conclut à la présence d'un seul agresseur. Dans le triple homicide de la famille de Gruchy, j'ai conclu qu'il n'y avait vraisemblablement qu'une seule arme du crime et un seul assaillant. Les 3 victimes ont été agressées très rapidement. L'attaque a été très soutenue et surtout extrêmement violente. Les blessures se ressemblaient beaucoup dans les 3 cas. Les blessures de Sarah au front et sur le dessus du crâne étaient très similaires à celles qu'Adrian avait reçues à la tête. Des Montrous étaient bien dedans. Par la suite, on s'est procuré une clé des Montrous similaire à celle qui devait se trouver dans le véhicule. Ça coïncidait avec le type de blessure infligée aux victimes. Les blessures relevées sur les corps des victimes indiquent qu'elles ont été attaquées sauvagement et sans aucune retenue. Elles fournissent par ailleurs des indices précieux sur l'arme du crime. Une clé des Montrous que la police recherche activement. La police a lancé un appel pour trouver le meurtrier de 3 membres d'une même famille battus à mort au cours d'une agression sauvage.
Les enquêteurs étaient de retour dans la résidence d'Albion Park ce matin avec des appareils de scanographie à la recherche d'indices et de l'arme du crime. L'autopsie a révélé que Jennifer de Gruchy, 40 ans, et ses enfants adolescents Sarah et Adrian ont été battus à mort avec un objet en métal lourd. Je demande maintenant au public de nous faire part de tout incident suspect qu'il aurait observé ou dont il aurait entendu parler. Une brigade de secours, des pompiers et des policiers ont fouillé le bassin de retenue du lac Illawarra qui jouxtait la maison où vivaient les deux Gruchy, juste pour voir si quelque chose y avait été jeté. On n'a rien trouvé. Pendant ce temps, la voiture de Jennifer, de laquelle une clé démonte-roue a disparu, est devenue une pièce à conviction et elle est conduite jusqu'aux locaux de la police pour être examinée par leurs experts. Cet examen nous a permis de trouver une autre pièce à conviction qui a fait avancer notre enquête. Il y avait des petites fibres de moquette d'un peu plus d'1 centimètre de longueur sur le sol du véhicule derrière le siège du conducteur. C'était important parce qu'elles semblaient être de la même couleur que les morceaux de moquette qui manquaient dans la chambre principale de la maison. En tout cas, elles ne collaient pas du tout avec le tapis de sol de la voiture. Un échantillon de la moquette a été prélevé dans la chambre principale et a été envoyé pour une analyse comparative avec les fibres retrouvées dans la voiture. Les résultats des tests indiquaient qu'il était fort probable qu'ils proviennent de la même source. Les enquêteurs interrogent de nouveau ce soir le mari de Madame de Gruchy et son fils de 18 ans dans l'espoir d'obtenir de nouveaux indices sur les meurtres. Dans toute enquête, tout le monde est suspect au début. C'était aussi le cas dans celle-ci. Wayne de Gruchy était suspect. Il a été interrogé sur ses faits et gestes la veille au soir. Pour utiliser une terminologie que tout le monde connaît, il avait un alibi. L'alibi de Wayne est qu'il se trouvait à Sydney, à 1h30 de route en voiture de chez lui. Il avait une partie de golf ce jour-là, et il passe... Par ailleurs, l'heure des décès déterminée par les légistes excluait que Wayne ait pu faire le trajet depuis Sydney, commettre les crimes et revenir à Sydney. J'ai situé l'heure du crime entre approximativement 20 h le 12 mars et 1 h du matin le 13 mars. Je me suis basé sur l'examen des corps sur la scène du crime, la température des corps par rapport à la température ambiante dans le garage et dans la maison, ainsi que la rigidité et la lividité cadavérique. Ces trois éléments conjugués indiquaient ce créneau horaire comme étant l'heure approximative des meurtres. Wayne de Gruchy, l'époux et le père des victimes, ayant été écartés de la liste des suspects, les policiers poursuivent leur recherche des objets volés dans la maison ou ayant disparu, comme le morceau de moquette découpé au pied du lit de Jennifer. Et bientôt, contre toute attente, un nouvel indice va désigner un suspect potentiel. Alors que la police continue de chercher l'arme du crime, le morceau de moquette manquant, ainsi que les objets volés dans la maison, une autre pièce à conviction d'importance est découverte. Un jerrycan rouge se trouvait non loin du corps d'Adrian. Ce qui était inhabituel, c'est que le bouchon du bidon était sur la position ouverte et on a constaté qu'il y avait une certaine quantité d'essence dans le jerrycan. Mais ce n'est que quand on a déplacé le corps qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de l'essence dessus. Sur le flanc gauche d'Adrian, j'ai remarqué de la peau décollée qui suggérait qu'on avait peut-être essayé de l'arroser avec de l'essence et de le brûler pour mettre le feu à la scène du crime. Comme la victime avait de l'essence sur le corps et les vêtements, il était évidemment très important d'examiner le jerrycan. Le jerrycan, ainsi que d'autres preuves physiques et biologiques retrouvées sur la scène du crime, se trouvent au laboratoire pour être soumis à une analyse plus approfondie. Dans l'un de ces tubes à essai, l'ADN du tueur va être identifié.
3 membres de la famille de Gruchy ont été assassinés entre 20h le 12 mars 1996 et 1h le lendemain matin. Les enquêteurs sont convaincus que le vol a été mis en scène pour masquer un crime prémédité. Pour l'instant, ni l'arme du crime, ni les objets volés ou le morceau de moquette disparu dans la chambre de Jennifer n'ont été retrouvés. Mais